Bonjour à toutes et à tous. Histoire de rester dans la digne lignée de nos précédents éditos, ma préparation pour cet épisode 12 de TTPQ saison 2 n'aura pas été marquée par une extraordinaire organisation. Ah non, vraiment en ce moment la vie est dure. Je ne sais pas si c'est l'approche de la fin d'année, et si tout le monde vit la même chose, mais l'arrivée des fêtes de Noël m'entoure malgré moi d'un cocon de mélancolie. Une sorte de bulle de savon qui efface toute trace de motivation. À tel point que la moindre invitation de mon canapé ou de mon lit, de mes couvertures ou de mon plaid, suffit à me faire prisonnier de leur géole et referme sur moi les barreaux moelleux d'un confort doucereux. Comme si j'avais besoin d'avoir, en plus de tout le reste, du mal à faire les choses que j'aime. Heureusement, il y a... Non, pas Findus, je ne ferai pas cette blague, Guillaume. Tu sais que je vaux beaucoup mieux que ça. Je disais donc, heureusement, il y a encore des choses qui me permettent de trouver le courage nécessaire pour défoncer les murs de cette prison brumeuse et faussement confortable. Oui, des choses comme le fait d'être un jeune papa, un futur mari, un bro et évidemment ce podcast. Oui, la vie est dure, mais heureusement, elle nous donne aussi toutes les armes nécessaires pour l'affronter. Alors, ne perdons pas plus de temps sur mes envolées lyriques et laissez-moi vous contextualiser un peu ce qui me lie au film qui vous intéresse aujourd'hui. Lors de mes études universitaires en licence cinéma-théâtre, que je n'ai évidemment pas validé, nos professeurs nous ont très vite expliqué que nos principaux devoirs ne prendront pas la forme de dissertation, mais se caractériseront plutôt par le fait d'aller au cinéma. Je vous laisse imaginer qu'après une laborieuse obtention du baccalauréat, sur laquelle je reviendrai peut-être un jour, entendre ce genre de consignes scolaires était une véritable libération, une bénédiction même. C'est donc tout naturellement que le rituel du marathon du dimanche s'est installé. Avec plusieurs camarades, c'était cinéma, de 9h à 23h. 5 films dans la journée au maximum, une boulimie assumée. Tout ce qu'on voulait voir, on allait le voir. Et c'est durant ces pérégrinations que j'ai pu voir des films excellents, comme celui dont nous allons vous parler aujourd'hui. Au programme du jour donc, une de mes plus grosses claques au cinéma dans les années 2010. Un thriller noir, un polar que l'on se prend à apprécier de la même manière que nous apprécions un roman du même genre. Vous savez, ces fameux page-turners qui vous font veiller tard le soir alors que vous devez vous réveiller tôt pour préparer votre fils pour l'école. Ces livres que vous regrettez presque d'avoir lus une fois que votre patience aura été poussée à son extrême limite le lendemain matin. Je n'ai pas peur de le dire, c'est bien cette impression que m'aura donné Prisoners. Chaque péripétie qui arrive et qui nous fait pressentir la suivante avec une nervosité constante, cette ambiance presque trop réelle pour être fictive, c'est cette histoire d'enfant enlevé qui m'arrache mon cœur de jeune papa et qui m'arrachait déjà mon cœur de jeune étudiant, et cette réalisation toujours millimétré par un Denis Villeneuve dont c'est la première incursion à Hollywood. Ce casting, cet acting, non vraiment une claque, je vous dis. Et puis, cette impression d'être prisonnier, vous aussi, du métrage, aucune échappatoire. On vit cette expérience de bout en bout, grâce à une ambiance travaillée qui en devient presque asphyxiante à certains moments. Et puis la fin du film. Cette fin, qui vous laisse présager soit le pire, soit le meilleur, selon la foi que vous avez en l'humanité. Ça, c'est une bonne fin ouverte. T'entends, Todd Phillips ? Là, on réfléchit. Là, ça a du sens. Là, c'est justifié. Pas comme dans ton Joker Folie à deux. C'était vraiment pas une idée lumineuse que de nous faire ça. Oui, j'ai toujours ce film en travers de la gorge. Bref, Prisoners, c'est vraiment bien. Et c'est avec un plaisir loin d'être dissimulé que nous allons vous le présenter maintenant. Alors préparez-vous et allons affronter ensemble une des plus sombres facettes de l'être humain. Générique. Ne l'oublie pas, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Ouh, c'est un bingo! Mais qu'est-ce que vous voulez que ça me foute, vos conneries? Tu me veux, je suis là. Bonjour tout le monde, bonjour Guillaume, comment vas-tu ? Salut Bastien, salut à tous, ça va très bien et toi ? Je suis exténué, tu ne peux pas savoir à quel point, enfin si tu me vois en face donc tu le vois, que je suis exténué, mais ça va le faire. Ravi de te retrouver, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode, cet épisode 12 comme j'ai dit, incroyable, dis donc on est vraiment régulier cette année et ça fait plaisir. C'est un peu fatigant malgré tout parce qu'il faut qu'on trouve quand même le temps de le faire, mais c'est un plaisir à chaque fois de vous retrouver. Totalement. Donc aujourd'hui, on va parler de Prisonnier, chez nos amis québécois. Évidemment. Réalisé donc par Denis Villeneuve et sorti en 2013. Denis Villeneuve dont on a déjà parlé dans ce podcast. Et oui. On pourrait presque dire un habitué. Ah oui, un habitué. Voilà. Et on en reparlera sans doute. Ah oui, c'est sûr. Il va me faire regarder Dune. Dans ce podcast, donc, on en avait parlé pour Premier Contact, si vous vous souvenez, si vous nous suivez depuis l'année dernière, depuis le début. Qui nous avait... Deuxième épisode qu'on avait fait, je crois. Oh, c'est un des tout premiers. C'est
On avait fait le pilote sur The Dark Knight Rises. Je crois que ça doit être le premier officiel. Je crois qu'après c'était Inglorious et ça doit être le deuxième du coup. C'est incroyable. Incroyable. Voilà. Donc à l'époque, Denis Villeneuve nous avait déjà subjugué par sa maîtrise du cadre. Et spoiler alerte, on reste complètement dans la même lignée avec ce film. Premier Contact ayant été fait après Prisoners, c'est plutôt Premier Contact qui est dans la lignée de Prisoners, mais vous m'avez compris. Dans la chronologie du podcast, voilà, dans la chronologie du podcast, on reste dans la lignée. Durée de 153 minutes pour ce thriller, polar même plus, comme je le disais, moi je trouve. Denis Villeneuve, donc je le disais, c'est sa première incursion dans le cinéma hollywoodien après son succès avec son film Incendie. Il ne quittera plus ce cinéma, que ce soit avec Enemy, Sicario, Premier Contact, et même Blade Runner 2049, dont on parlera peut-être, je pense. Mais bien sûr. Et la trilogie Dune, oui, c'est peut-être plus à celui-là que tu pensais quand tu m'as dit dont on reparlera. Je pensais à tous les films de Denis Villeneuve. Mais... Un amoureux de Denis Villeneuve, notre ami Guillaume. Au niveau du casting, alors là c'est du très très lourd, ce qui fait un peu en plus une certaine, je trouve, un certain parallèle avec notre épisode de la semaine dernière sur Birdman, puisqu'on retrouve en personnage principal, en acteur principal, Hugh Jackman, qui pour le coup est un habitué des films à grand spectacle, des films de super-héros typiquement, puisque c'est dire, donc... Bon, je vais le présenter quand même, c'est Wolverine dans les X-Men, mais je pense que là tout le monde le sait à un moment donné. Mais on a également la présence d'un de mes acteurs favoris, surtout des années 2010, puisque c'est là que j'ai pu regarder beaucoup de ces films. Jake Gyllenhaal, et oui, je le prononce extrêmement bien, je sais. Oh, il se moque de mon accent. J'oserais jamais. Donc un de mes acteurs favoris, les années 2010 l'ont donné l'occasion de briller dans énormément de films, pas moins de 18 films. Juste sur les années 2010. Je vais en citer parce que c'est ceux que j'ai adorés. End of Watch, La Rage au ventre, Prisoners, donc Night Call, Everest, Life, que Guillaume avait mentionné il y a quelques épisodes également. Et il a même été du coup également zioté du côté de chez Marvel, puisqu'il a incarné Mysterio dans le deuxième film Spider-Man Far From Home, que je cite puisqu'il fait encore partie des années 2010. Il date de 2019. Voilà. Ah ouais ? Et oui. Un duo qui est entouré d'un casting féminin pas piqué des hannetons, notamment Viola Davis, qui livre ici une performance sublime, je trouve. Alors, on la connaît nous récemment, je parlais de Guillaume et moi, pour son rôle d'Amanda Waller dans Feu, le Snyderverse, mais qui garde ce rôle dans le nouveau DCU malgré tout, mais bon ça on y reviendra. Pas dans cet épisode, rassurez-vous. Mais c'est quand même une actrice qui a une énorme carrière. Dès les années 2000, ça a été la première femme afro-américaine à remporter un Oscar. Elle avait eu l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle pour le film Fences de Denzel Washington, qui est sur ma liste depuis déjà un certain temps. Ok, mais je savais pas qu'elle avait eu un Oscar. Et ben moi, quand j'ai vu ça, je ne savais pas que Denzel Washington avait réalisé le film Fences. Donc tu vois, comme ça, on en apprend tous les jours. On a également la présence de Melissa Leo ou encore de Maria Bello. Je vais quand même noter, évidemment, la présence d'un acteur que Guillaume adore, Paul Dano. Évidemment, donc Little Miss Sunshine, There Will Be Blood, et plus récemment, on y revient toujours, The Batman. Voilà, on est impossible. En fait, dans tous les épisodes, on va devoir citer Batman à un moment donné. C'est dans le cahier des charges. C'est ça. Et notons également la présence de Terrence Howard, qui lui, pour le coup, vient aussi un peu, enfin, pas que, mais a été connu aussi. Enfin, je sais pas s'il a été connu pour ce rôle-là, mais en tout cas, moi, je sais que quand je le vois, je retiens que c'est le premier War Machine dans le premier film Iron Man. Rôle qui n'a pas repris dans les suites puisque c'est Don Cheadle qui le remplace. Et aussi quand même Dylan Minnette, puisque c'est le personnage principal de 13 Reasons Why, pour tous les aficionados de Netflix et de ces sagas adolescentes badantes. Voilà. Bon, ça fait pas mal de monde au casting quand même. Ça fait quand même un casting de fou. Gros casting. Gros casting pour un film excellent. Je n'ai absolument pas parlé du box-office, donc je vais me rattraper maintenant, puisque le film avait un budget de 46 millions de dollars et qu'il en a rapporté dans le monde au final 122 millions. C'est pas tant. C'est pas énorme comme succès, je trouve, par rapport au succès dont on peut parler en termes de box-office généralement. Je trouve qu'on est quand même sur quelque chose d'assez presque normal. Puis par rapport à son succès critique, surtout, ce film, il a fait l'unanimité, donc j'aurais pensé qu'il avait fait plus. C'est un film qui est très sous-coté d'après une grande partie des aficionados de cinéma et des polémiques de films. C'est vrai que c'est pas énorme par rapport à ce dont on a déjà parlé, mais voilà. Et en plus, il n'a pas reçu de récompense extraordinaire. C'est pas. Il a été aux Oscars, il a été nommé juste pour la meilleure photographie. Ah ouais, c'est tout. Ouais, pour Roger Deakins.
Et du coup, si je dis pas de bêtises, il ne l'a pas eu. Donc je suis juste vite fait en train de regarder parce que ça m'intéresse. Je pensais qu'il avait eu des récompenses. Non, aucune récompense. C'est vrai que quand on voit le film, c'est un peu étonnant, quoi. Hein, c'est clair, ouais. De là à dire que Hugh Jackman méritait l'Oscar ou quoi que ce soit, faut pas non plus. C'était sa première vraiment. C'était discutable. C'était discutable, mais en tout cas, ouais, il l'a pas eu. Je trouve pas qu'il y a eu la meilleure photographie, donc on s'en fiche un peu, c'est pas très important. Guillaume, et pourquoi on parle de ce film ? Attends, là, explique-nous, parce que moi je suis perdu là. On parle de ce film parce que tu l'as dit, c'est un film qu'on aime tous les deux, ça on peut le dire dès maintenant, il n'y a pas de surprise. Mon premier truc dans le choix du film, c'est film que l'on adore, donc c'est bien, on est sur la même longueur d'onde. Voilà, c'est vraiment un film qu'on aime beaucoup. On était très contents de reparler de Denis Villeneuve parce surtout que, enfin oui, moi j'aime beaucoup Denis Villeneuve, même si je n'aime pas tout dans Denis Villeneuve, je ne dirais pas ce que j'aime pas. Ça c'est très objectif et ça j'apprécie. Voilà, il y a des choses, on aura l'occasion d'en parler un jour. Il va vraiment me faire regarder le film. Spoil pas. Ah merde, pardon. non, mais voilà, Denis Villeneuve, c'est un réalisateur que j'affectionne particulièrement, toi aussi, donc on est assez rapidement venu à l'idée de faire ce film. En vrai, dès la saison 1, on en avait parlé. Oui, on en avait parlé dès la saison 1. C'est juste qu'on s'était dit en saison 1, on va pas essayer de faire 2 fois le même réal, donc là c'était l'occasion en saison 2. Donc voilà, après j'anticipe la question de qu'est-ce que j'en attendais. Tu fais bien. La première fois que je l'ai vu, j'en attendais rien parce que j'avais pas du tout eu vent du film. Il va falloir qu'on retravaille cette question parce qu'à chaque fois que l'un la pose à l'autre, c'est en vrai, j'en attendais rien. Non, mais tu vois, il y a des films que j'attends, ça m'arrive, mais celui-ci, comme je l'ai pas vu au cinéma, pour le coup, moi je l'ai vu qu'après, j'ai été passé totalement à côté. Et du coup, la première fois que je l'ai vu, je pense que c'est mon père qui m'en a parlé encore une fois, qui m'a dit de voir ça, et t'as dû m'en parler aussi, et donc je l'ai regardé chez moi un soir, et wow, c'est un film incroyable. J'ai beaucoup réfléchi à comment j'allais parler de ce film, et en fait, je crois sincèrement que c'est un film parfait. Je crois que j'en ai 2 que je mettrais dans cette catégorie, il en fait partie. Et pour moi, ce film, c'est le seul qui regarde dans les yeux Seven et qui fait aussi bien. Et sur une thématique différente, mais c'est sensationnellement bien ce film. Je l'ai revu là pour le podcast, alors que je l'avais déjà revu cette année. Et je m'étais dit, je sais pas, je vais avoir le temps, je regarderai peut-être. Mais en fait, quand tu commences, tu peux pas t'arrêter. Je trouve que ce film est extraordinaire dans tout ce qu'il fait. Tout est bien, tout fonctionne. Il y a vraiment une vibe Seven, mais c'est ce qui n'est pas étonnant quand on fait un film de ce genre. Mais je trouve qu'il en a seulement quelques petites références, mais il n'est pas du tout dans la copie de Seven. Il y a des choses qui y font penser, mais presque naturellement, j'ai envie de dire, et je trouve que c'est fort quand un film réussit à te faire penser à un autre sans avoir forcé le trait, parce que c'est pas souvent le cas. Et vraiment, là, je l'ai revu et je me suis dit que depuis ça, j'ai pas vu de film aussi bien. Objectivement, alors c'est pas mon film préféré, parce que ça se joue pas que là-dessus, mais je trouve que je crois vraiment pas objectivement qu'il y ait de meilleurs films qui soient sortis depuis ce film-là au cinéma. Je trouve que c'est un film parfait. Il y a rien à jeter. J'ai pas un truc je vais avoir beaucoup de mal à en trouver du mal, quoi. Et en le revoyant là, je m'étais dit pour le podcast, quand on revoit les films pour le podcast, en tout cas moi je le sais, je les regarde un petit peu différemment. J'ai toujours l'appétit de le voir, mais quand c'est un film que j'ai déjà vu, en tout cas, je me dis bon, je vais essayer de chercher des choses parce que voilà, il faut qu'on alimente un peu notre avis. Et plus ça avançait, plus je me disais mais j'aime ce film. Ouais, mais au-delà de ça, je trouve que ce film il dépasse ce truc. Je pense que quelqu'un qui n'aimerait pas le film parce qu'il n'aime pas le genre, par exemple, aurait du mal à trouver un truc qui va pas dans ce film. Et puis là, du coup, j'ai quand même vu des choses que j'avais pas forcément vues avant parce que j'ai pris le temps de le regarder et je trouve que ça rajoute des choses très bien. Je vais pas les spoiler tout de suite, mais voilà, j'étais très très content de le faire et je suis encore plus après l'avoir revu. Écoute, super. Et toi, qu'est-ce que tu attendais ? Parce que du coup, toi, tu l'as vu au ciné ? Alors moi, je l'ai vu au ciné donc quand il est sorti à l'époque. Je l'avais vu donc avec Emmerich. Décidément, ça fait 3 épisodes que je le mentionne. Je vais devoir lui payer les droits d'auteur à un moment donné. Je l'avais vu avec Emmerich et ça avait été un petit choc. Moi, je n'avais pas d'attente particulière puisque à l'époque, je te dis, j'allais voir vraiment à peu près tout ce que je pouvais. Ouais. Et en fait, c'est marrant parce que toi, tu as dit, j'en attendais rien, machin. Moi, attente difficile, car à l'époque, je n'en attendais rien.
Va vraiment falloir retravailler cette question. C'est terrible. Non, mais en fait, c'est vrai que c'est un peu dur de dire ce que t'attends d'un film, en vrai, parce que ça fait beaucoup de films dont on parle où il n'y avait pas ce côté hype qu'il y a aujourd'hui avec tous les films. C'est-à-dire que là, tous les films, qu'ils soient... qui fassent partie d'un grand ensemble ou pas, je trouve qu'on nous les... On suit toute la production, comme si on était sur le tournage. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, je vois. T'as des articles qui sortent tous les jours, genre les nouvelles photos de machin, les trucs. Tu vois, typiquement, même Batman, voilà, ça reste un personnage qui est toujours très attendu au cinéma. Mais là, on va avoir The Batman 2 à un moment donné. Bah, c'est sûr qu'il va y avoir 40 000 photos de tournage, on va tous faire des théories fumeuses et compagnie, comme des débiles. Et voilà. Et je trouve que ça fait partie de ces films où il n'y avait pas encore trop ça. D'une époque où c'était pas encore prédominant, je trouve. Pour le coup, alors je te rejoins sur le fait qu'aujourd'hui on a trop d'infos sur les trucs et que ça devient même difficile de pas les voir. Absolument. Mais malgré tout, à l'époque, moi j'avais quand même déjà des films que j'attendais beaucoup. C'est-à-dire que t'as parlé de Batman, par exemple, je me souviens quand The Dark Knight est sorti au cinéma, on l'a vu ensemble. Il y a quand même des films sur lesquels on avait beaucoup de hype, même sans avoir beaucoup d'infos. Mais et même le fait de ne pas avoir beaucoup d'infos participer à la hype parce qu'on réfléchissait un peu. Non, mais c'est ça que je veux dire. Mais c'était pas le cas de ce film-là, je suis d'accord. Oui, mais en fait, c'est ça que je voulais dire. C'est que je me suis peut-être mal exprimé, sans doute. Du coup, c'est que avant, les attentes, c'est toi qui te les créais. Oui, d'accord. C'était pas via ce qu'on te montrait. Oui, je suis d'accord. Là, aujourd'hui, on te montre trop de choses. L'attente est parfois artificielle aujourd'hui. Voilà, c'est ça que je veux dire. Merci. Non, mais je suis d'accord avec toi. Et c'est même un truc qui nous pourrit un peu l'expérience. Je veux dire, bien sûr. Moi, quand il y a... un exemple récent pour moi, c'est Kaamelott, deuxième volet. Ça a été... C'est une des raisons aussi pour lesquelles j'ai voulu le voir très vite, c'était pour éviter de voir passer des trucs. Et, non, mais c'est ça, maintenant tu te et forces. effectivement, voilà, il faut contourner quand tu veux pas savoir, là où à une époque, c'était gratifiant de réussir à savoir des trucs. On allait acheter des magazines ciné. Je reprends l'exemple de The Dark Knight parce qu'on était ensemble quand il est sorti et on a passé la nuit précédente du film à faire des théories sur qu'est-ce qu'allait être ce film et qu'est-ce qu'on allait revoir ou pas. Mais à l'époque, voilà, on allait acheter les magazines, on lisait les interviews, il fallait aller chercher l'info. Ouais, et on parle absolument. de ça, c'était il y a 15 ans. Et c'est vrai que là-dessus, ça a changé. Et aujourd'hui, là où je te rejoins, c'est que l'attente, elle est moins... Ouais, elle est plus artificielle. Il y a moins de trucs qu'on attend comme des événements. Et c'est peut-être un sujet d'ailleurs. Oui, sans doute, mais c'est marrant que tu parles d'acheter des magazines, d'aller chercher l'info, parce que moi ça me rappelle quand j'attendais chaque film Harry Potter et que j'allais acheter le magazine One, qui était le magazine où il y avait toujours toutes les dernières infos, etc. Et justement, c'est moi qui faisais ce choix. Et c'est ça la différence, en fait. Ouais, je suis d'accord. Et aujourd'hui, maintenant, c'est la course à pas être spoilé, donc du coup, tu te dépêches d'aller voir des trucs, quitte à te niquer un peu ton planning ou des trucs comme ça. Enfin, bon, bref. J'ai vachement divergé là pour le coup, mais c'est marrant parce que du coup tu parlais de la bande-annonce tout à l'heure. Et ben moi sache un truc, c'est que la bande-annonce je l'ai vue après le film. Okay. Non, j'ai dû la voir avant parce que du coup quand on a vu le film avec Emmerich à l'époque, on s'est dit mais attends, mais la bande-annonce montrait pas du tout ça. Et là c'est un autre problème que j'ai avec les films d'aujourd'hui, c'est que les bandes-annonces sont 1000 fois trop longues et nous montrent 1000 fois trop de choses. Mais ça oui. La bande-annonce de ce film, je l'ai re-regardée là pour être sûr de ce que j'allais annoncer. Après avoir revu le film là pour le podcast, quand j'ai revu la bande-annonce, et ben j'ai fait mais en fait on te ment dans la bande-annonce. Ouais. On t'annonce un peu que le film va être un film purement de vengeance. Oui, alors que pas du tout. Et c'est super bien. La bande-annonce est forte. Mais tu te rappelles, on s'était dit ça pour The Place Beyond the Pines. Je savais plus pour quel film, effectivement. C'était pour The Place Beyond the Pines. La bande-annonce est mensongère parce que, bon, si vous n'avez pas écouté l'épisode, allez l'écouter. Si vous ne l'avez pas vu, n'écoutez pas ce que je vais dire. Mais puisqu'en fait, à la moitié du film, le personnage principal disparaît. Ce qui n'est pas du tout un truc que tu envisages dans la bande-annonce. Et effectivement, aujourd'hui, je te rejoins, on va pas faire une disserte là-dessus, mais les BO, mais là, moi, j'ai envie de... Les BA sont beaucoup trop longs. On n'en peut plus. Enfin, c'est un enfer. Ouais, c'est ça. Puis c'est dur de passer à côté, donc bref. Ouais. C'est ça. Parce que maintenant, oui, il y a cette nouvelle manie. Ouais, j'en ai rien à faire, je continue, mais je te jure qu'après on parle du film. Mais c'est quand même dingue. Réagissez au 39 Non, mais 42. c'est bien, c'est en direct là. Tu vois, je pensais pas débattre là-dessus, mais c'est marrant. C'est que les bandes annonces aujourd'hui, maintenant, quand tu vois les articles, et ben en fait les mecs prennent des screens de la bande annonce. Donc en fait, tu vois la bande annonce en photo. Ouais, et du coup, tu dis, mais même si j'ai pas envie de la voir, je l'ai dans le fiac, quoi. Totalement. Donc c'est très relou. Et donc, en termes de revisionnage, j'attendais quand même de voir si le film me tiendrait autant en haleine qu'à l'époque. Encore une fois, un spoiler, ça marche toujours aussi bien. Parce que même en me souvenant globalement des tenants et aboutissants du film et de l'intrigue, je savais plus exactement certaines choses. Mais je me souvenais quand même du truc au global. J'ai réussi à me prendre au jeu, quoi. J'ai réussi à rentrer dedans. Et voilà. Et surtout qu'en plus, ce problème que j'ai,
c'est pour ça que je relis pas forcément les polars et thrillers que je mentionnais, parce que je connais déjà la fin, je connais les tenants et aboutissants. Et là, je me suis dit, mais est-ce que ça marche pareil pour ce film-là, tu vois ? Et ben putain, oui, ça marche. Ça fonctionne toujours aussi bien. Le casting est incroyable. Hugh Jackman, il livre une performance que je trouve ultra réussie. Quand tu vois, ça montre de quoi le mec est capable. Mais c'est totalement. Et sur un autre genre, quand tu vois la comédie musicale The Greatest Showman, il est très très bon dedans aussi. Hein. Il chante très bien ce petit Salihu, hein, faut le dire. et franchement, son duo avec Jake Gyllenhaal, il fonctionne mais extrêmement bien. Les deux se répondent super bien. D'ailleurs, j'avais vu en interview effectivement que Hugh Jackman avait adoré la façon qu'avait de jouer Jake Gyllenhaal, et en fait ça te pousse au meilleur, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Les deux se portaient vers le haut, et je trouve que ça se sent dans leur dynamique de leur personnage. Paul Dano, il est excellent comme souvent, mais par contre je trouve qu'il a vraiment la tronche pour jouer les mecs un peu glauques. C'est assez dingue. Ah oui, il a un physique très très particulier, mais comme Adam Driver, c'est des mecs qui ont des gueules d'une certaine manière, particulières et qui sont marquants aussi pour ça. Ouais. Viola Davis, je l'ai trouvée au top. Je trouve qu'elle a une des meilleures scènes du film. La mise en scène, elle est excellente. Enfin bref, c'est très difficile de trouver quelque chose de négatif à dire sur ce film. Tout est tellement millimétré et travaillé. Et effectivement, je comprends ce que tu veux dire par cette impression de perfection en ce qui concerne ce métrage. Totalement. Il y a très peu de choses à acheter. J'ai exactement la même sensation avec Breaking Bad. En termes de série, et c'est pas du tout un appel que je suis en train de te faire, mais va peut-être falloir te bouger les fesses, quoi. J'ai commencé à regarder la série des créateurs de Breaking Bad là, Pluribus, mais mais tu fais yesh, voilà, j'ai toujours pas regardé. J'ai vu qu'un épisode et regardez, c'est très bien. Mais voilà, mais oui, mais je sais, j'attendais depuis. Tu m'énerves. Je fais des progrès. Hein. Non, c'est pas un progrès, je trouve. C'est pas du tout un progrès, mais bon, ok, admettons si tu veux. Oh la vache, et en plus il l'a regardé avant moi, mais t'es un vrai escroc en fait. T'as changé, j'ai même plus envie de continuer. Bon, tu sais quoi, je me concentre. Allez, voilà. Donc c'est une histoire en plus qui est très ancrée dans le réel, je te déteste. Et puis cette fin de prime abord, elle peut vraiment énervé premier degré. Ah ouais, premier degré, j'ai le seum là, vraiment. Ah non, mais tu m'as saoulé là, je suis saoulé de fou. Non, allez, on n'en parle plus. Je suis fatigué, mais ça m'a saoulé cette info parce que j'ai toujours pas regardé Pluribus. Et j'ai vraiment. Je veux pas le savoir, mais j'en ai rien à faire. C'est une déception ambulante. Donc, la fin, c'est difficile, excusez-moi. Je reprends mon sérieux. Cette fin, elle est un peu de prime abord, elle peut embêter. Moi, c'est le genre de fin qui, de base, peut m'embêter. Mais elle fonctionne super bien. Et, fun fact, il y a une fin alternative qui a été tournée. Je reviendrai sans doute dessus au fur et à mesure du podcast. Et puis, j'ai beaucoup aimé les thèmes abordés, hein, culpabilité, morale, vengeance, se faire justice soi-même. Moi, c'est des thèmes qui me parlent et que j'adore. Donc voilà, non, il y a très peu de choses de négatives à dire. Écoute, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Allez. Donc l'histoire, elle prend place en Pennsylvanie, où deux petites filles, Yana et Joy, sont enlevées, en effet, lors d'une soirée où les parents étaient dans la maison des parents de Joy. Pour Thanksgiving. Pour Thanksgiving, absolument. Et on remercie vraiment, c'est un super Thanksgiving. Lors d'une soirée donc, de Thanksgiving, les parents les ont laissés aller s'amuser dans la maison des parents de Hannah, donc Keller et Grace Dover. Donc c'est la famille Jackman, on va l'appeler, pour qu'elle trouve le sifflet d'alarme de la petite qu'elle a perdu il y a déjà un certain temps. Et donc là, on a donc ce fameux fusil de Tchécoslovaque dont je te parlais, puisque mon T9 a décidé de me casser les pieds. On a le fusil de Tchekhov le plus rapide du monde, j'ai l'impression, puisque ça fait peut-être même pas 20 minutes que le film a commencé et qu'on a le plus gros fusil de Tchekhov du film. Ah alors il y en a plein. Il y en a énormément, mais c'est celui-là. D'ailleurs, c'est marrant, la symétrie des fusils de Tchekhov dans ce film. Ils arrivent au fur et à mesure, puis on a le truc pareil. Moi, je pense que le tout premier, on le voit vraiment dans les toutes premières secondes, puisqu'on le premier plan qu'on voit extérieur de la ville quand ils marchent pour aller dans la maison, on les voit sortir, et sur le plan large, tu vois la caravane. Qui avance, oui, bien sûr. Ouais. Alors, et c'est vraiment, la première fois que tu le vois, tu fais pas du tout attention à ça, parce que elle est vraiment dans le tiers gauche de l'image. Elle doit faire, je sais pas, même pas 10% de la taille de l'image, donc on la voit quasiment pas. Et en fait, c'est un des éléments centraux du film. En fait, le film repose vraiment sur l'utilisation de ce procédé. C'est incroyable. C'est absolument magnifique. Et de la même manière qu'on adore les
Les plans séquences, on adore les fusils de Tchekhov. Totalement. Ici. Continuez à faire ça, des préparations de paiement, on adore. On adore. Et donc du coup, finalement, elles ne reviennent pas. Et le frère d'Anna indique à son papa qu'elle jouait plutôt devant donc une caravane, un camping-car inconnu, qui n'est évidemment plus là quand ils sont en train de les chercher dans la rue. Alors, il faut savoir que ils sont quand même dans un environnement où tout le monde a l'air de se connaître. Hein. C'est une petite ville, mais là, c'est un petit lotissement. Quoi, ouais, hein. une zone pavillonnaire, en fait, typiquement américaine. Du coup, on a le détective Loki, incarné par Jake, qui est en charge de l'affaire et qui retrouve bientôt ce camping-car. Et on apprend qu'il appartient donc à Alex Jones, donc Paul Dano, un jeune homme au mental d'un enfant de 10 ans. Exactement. Alex est arrêté, mais il est très vite relâché car il n'y a aucune preuve ou indice qui est retrouvé dans le camping-car, etc. Keller, il supporte pas du tout ça, surtout qu'il va confronter à un moment donné Alex à sa sortie du commissariat et celui-ci va lui sortir une phrase que lui seul peut entendre, au point que même toi en tant que spectateur tu te dis mais il l'a pas un peu rêvé. Mais je suis d'accord. Et en fait non, pas du tout. Il lui dit qu'elles ont pleuré que lorsqu'il les a laissées, quoi. Exactement. Et donc du coup Keller il pète un peu un câble et il décide de prendre les choses en main et il va donc enlever Alex puisqu'il est convaincu de sa culpabilité, de la culpabilité de ce dernier. Et puis suite à la phrase, de toute façon, il y a peu de doute dans sa tête. Ce qui va finir de le convaincre, c'est que Alex, au moment où il va le kidnapper, il chantonne la chanson qu'ont chanté les deux filles à Thanksgiving, à savoir une parodie qui m'a évidemment plu. Parce que jusqu'au bout... C'est incroyable. Je voulais en parler, j'ai complètement zappé. Absolument. Où ils font une parodie de Vive le vent avec Batman qui est absolument génial. Et alors, pour filer l'allusion, c'est une chanson qu'il y a dans un épisode de la série animée. Si je ne te dis pas de bêtises, l'épisode où il y a les enfants qui racontent chacun leur version de Batman. Exactement. Si je ne dis pas de conneries. Oui, c'est ça. C'est le cas. Wow. C'est un épisode sur Batman ou sur Prisoner's on ne sait plus. Excusez-nous, c'est un peu... Je suis désolé, j'essaie vraiment de faire un truc ce qui est fou, rétrospectivement, c'est que ça soit Paul Dano qui chante ça. Puisqu'il va jouer dans ce Batman. Cette boucle bouclée, là, ça fait 2 épisodes. On parle pas de Batman, mais on parle de Batman. On parle plus de Batman, tout en essayant de pas parler de Batman. C'est ça qui est beau. Bon, passons, je suis désolé, c'est un peu décousu. Il va mettre Franklin, donc le père de Joy, dans la confidence. C'est son voisin, c'est son ami. Il va se mettre à torturer Alex pendant des heures et des heures et des heures. Dans la maison de ses parents. Dans l'ancien appartement de ses parents, oui, absolument. Que son père lui a légué à sa mort. Et donc pendant plusieurs heures, et des heures qui vont se transformer en jours. Mais celui-ci, en fait, reste muet comme une carpe. Il ne lui indique rien de plus. Le personnage de Franklin, du coup, va en parler à sa femme et celle-ci va venir essayer d'amadouer Alex. Donc la femme, c'est Viola Davis qui l'interprète. Et je trouve qu'elle a une des meilleures scènes du film à ce moment-là. Donc on y reviendra elle essaye de lui parler. Là. Absolument. En parallèle de tout ça, le détective Loki, je me fais vraiment pas à son nom, continue de mener son enquête. Il va dans un premier temps trouver un cadavre, le cadavre d'un homme mort dans le vide sanitaire d'un prêtre alcoolique qui est affalé par terre après avoir picolé au moins 3 ou 4 bouteilles. Bon, on comprend vite que s'il picole autant, c'est lié à ce meurtre qu'il a commis. Oui. Et donc ce dernier raconte que l'homme en question était un kidnappeur en série qui n'a jamais été inquiété et qui était venu se confesser. Apparemment, il était à l'origine de 16 enlèvements d'enfants. Du coup, son enquête va ensuite, au fur et à mesure de ce qu'il va trouver, le mener au domicile de Bob Taylor, incarné par David Dastmalchian, qu'on avait mentionné dans notre épisode sur Dexter Résurrection. Et bien sûr. Et à l'époque, j'avais dit, non, on l'a vu dans rien d'autre. Si, on l'a vu dans Prisoners, on l'a vu dans The Dark Knight. Oui, non, mais Bastien, n'importe quoi. Très content de le revoir d'ailleurs. Et lui aussi. Il a une gueule. Mais c'est terrible. C'est comme la Paul gueule Dano. de l'emploi. C'est comme Paul Dano. C'est vraiment un mec il a une tronche, quoi. Oui, mais Paul Dano et Adam Driver, t'arrives à les voir jouer des gentils. J'ai pas l'impression de l'avoir vu jouer quelqu'un de sain. Oui, c'est vrai. Je connais pas tout sa filmo, mais c'est vrai que comme ça, j'ai rien qui me. C'est vrai que même les seconds rôles qu'il a, etc. Moi, j'ai pas le souvenir. Non, je suis d'accord. Et donc Bob, en fait, c'est un homme que Loki a poursuivi plus tôt dans le film, qu'il avait perdu de vue après une petite course-poursuite à pied. En fait, il l'avait vu, il l'avait remarqué lors d'une veillée à la bougie en soutien aux familles, et il l'avait trouvé chelou, et donc il l'avait suivi. Donc ce qu'ils vont trouver chez Bob, c'est très chelou, c'est très étrange. Il y a des serpents, des labyrinthes et des vêtements d'enfants tachés de sang.
vêtements que reconnaîtront les parents de Hannah et Joy. Donc on nous fait un peu comprendre que les deux petites sont mortes, mais qu'on ne sait pas où sont les corps. Bob va en plus reconnaître les meurtres dans un premier temps, puis par contre lors d'un interrogatoire où il était en train de dessiner beaucoup de labyrinthes sur des feuilles, etc. Ça faisait plusieurs heures. Loki donc, va péter un câble, va aller le confronter physiquement. Ça va lui faire peur, et en fait quand les deux policiers vont emmener Loki pour l'empêcher de trop taper Bob, celui-ci va réussir à choper un pistolet et va se suicider devant eux, il va se tirer une balle. Et on comprendra plus tard qu'en fait il était lui-même un ancien enfant enlevé et qu'il était devenu obsédé par les labyrinthes et les serpents depuis. Exactement. Dans le même temps, Alex, toujours en train d'être torturé, c'est vraiment pas ouf pour lui, finit par raconter à Keller quand même qu'il s'est échappé lui-même d'un labyrinthe étant enfant. Et qu'apparemment ce serait là que se trouvent les deux petites. Il va donc rendre une visite à Holly Jones, Keller, donc, qui est la tante d'Alex, qu'on a découverte un peu plus tôt. Et elle va lui raconter un peu leur histoire en lui disant que voilà, son mari qui est décédé et elle avait recueilli Alex après la perte de leur propre fils et il l'avait adopté à ce moment-là. Elle lui explique aussi que c'est suite à une malencontreuse rencontre avec les serpents de son mari qu'Alex s'est muré dans un silence et qu'il a cette personnalité qui a jamais évolué en fait, finalement. C'est suite à un choc avec cette rencontre avec les serpents. Loki en fait va très vite, suite au suicide de Bob, être sommé d'abandonner un peu ses recherches, puisque du coup pour tout le monde elles sont mortes. Même si on comprend que non elles sont mortes. Oui. Excusez-moi, je me suis perdu. Si. Oui, à ce moment-là, nous, tout laisse penser qu'elles sont mortes puisqu'ils ont reconnu les vêtements, il y avait du sang dessus. Donc... C'est ça. Et dans un élan de colère, il va... Non, c'est ça, en fait, c'est ça que je voulais dire. Oui. En fait, on va apprendre que le sang qui a été retrouvé, en fait, était du sang de porc à ce moment-là. C'est ça. Et en fait, suite à ça, on lui dit, oui, mais de toute façon, on a aucun indice. Arrête. Tu sais très bien qu'après tant de temps, la chance de les retrouver vivantes est nulle, quoi, quasi. Donc voilà. Et donc dans un élan de colère, il va foutre un peu tout en l'air et il trouve qu'un des dessins de Bob, en fait, ça se trouve être le même labyrinthe que le pendentif du corps qu'il a retrouvé chez le prêtre. Fusil. Ah oui, ça. Et du coup, suite à cela, Joy, la fille de Franklin, est retrouvée vivante. Et lorsqu'on la voit à l'hôpital, il y a donc la famille des Dover, la famille de l'autre petite fille, donc Hugh Jackman et sa femme, qui vont voir tout le monde pour ils sont contents quand même qu'elle ait été retrouvée, mais du coup Hugh Jackman ils veulent savoir mais où est-ce que vous étiez, quoi. Et puis en fait, est-ce qu'elle est vivante, machin, et la petite en fait elle est un peu elle est encore sous le choc, elle vient d'être retrouvée, machin, et donc en fait elle dit juste à Keller, vous y étiez, vous étiez à l'endroit. Et donc je m'arrête maintenant parce qu'après on rentrera dans le dernier acte. Bon, c'est un petit peu décousu, surtout que c'est vrai que je pars un peu en vrille là dans cet épisode et je m'en excuse encore une fois. Mais ça fait un peu du bien des fois de lâcher du lest quand même. Bah oui. Et donc du coup Guillaume, parce que là aussi je trouve que pour ce film c'est une question un peu difficile, mais qu'est-ce qui te marque à ce moment-là, et même si on va comme on fait d'habitude dans quelque chose qu'on n'a pas encore raconté, qu'est-ce qui te marque, qu'est-ce que tu as préféré pour le moment? Mais moi, ce qui me marque d'abord, c'est le millimétrage technique. Je trouve que le film, tous les plans sont exceptionnels. Il y a vraiment un travail sur la colorimétrie. Moi, ça m'a marqué là, en le revoyant. Toute la séquence Thanksgiving, ils sont dans une maison, les couleurs sont chaudes, et à partir du moment où ils vont dehors, tout le film est froid. Plus jamais il y a de chaleur, plus jamais dans le film il y en a, sauf le sifflet rouge, qui est la seule pointe de chaleur et d'espoir. Et les bougies. Et les bougies, évidemment. Mais ça, je trouve que d'abord, c'est super bien. Tu l'as dit, il y a énormément d'indices dans le film. Quand tu le revois là, tu te dis... moi, je pense on en parlera vraiment à la fin, mais la première fois que Loki va chez la mère de Paul Dano, enfin chez la mère adoptive de Paul Dano, le premier plan qu'on voit de la maison, on voit la voiture. Ouais. On voit à travers la voiture. Absolument. Et quand il sort, tu revois la voiture. Et à aucun moment, tu regardes la voiture. Enfin, je veux dire, parce que lui, à un moment, il regarde à travers, il dit « Ouais, c'est une bagnole à vendre et tout. » Enfin, et en fait, c'est que ça, le film. Tout au long du film, tu as des éléments qui, quand tu connais la fin, tu te dis « Putain, mais en fait, on n'avait pas la réponse sous les devant nos yeux. » Mais c'était là, quoi. Le pendentif, pour le coup... Moi, quand j'ai vu le film là, je me souvenais de ça. Et effectivement, c'est pareil, un spectateur un peu attentif,
Et quand l'autre il commence à dessiner dans la prison, dans la cellule, Bob, bah, tu sais tout de suite que le pendentif. Mais sauf que c'est dur de faire le lien. Parce que, ok, c'est le pendentif du gars qui était chez le prêtre, mais on sait pas pourquoi. Oui, c'est ça, tu sais qu'il y a un lien et tu as envie de le crier à Loki, mais tu dis cherche un peu parce que moi j'ai pas les réponses. Mais c'est ça, pareil, quand il va interroger une nana dont l'enfant a été enlevé des dizaines d'années avant, qu'elle a jamais revu, en regardant en boucle une cassette. Mais en fait, quand tu regardes la cassette, bah, quand tu réfléchis 2 secondes, bah, le gamin, il est coiffé comme Paul Dano. En fait, parce que je spoil un peu, je suis désolé, mais on va se rendre compte c'est normal, qu'à la fin, ce gamin, c'est Paul Dano. Et oui. Et en fait, moi, c'est ça que je trouve fantastique. C'est que tout ce que le film raconte, tout ce que le film te montre a un intérêt. Il n'y a rien qui est inutile dans le film. Il n'y a pas un truc de trop. Et tu as parlé de Jake Gyllenhaal qui est absolument incroyable. Et moi, je trouve que sa performance, elle est vraiment au niveau de ce qu'il avait fait dans Zodiac. Il a un rôle J'ai beaucoup pensé à Zodiac aussi, absolument. Ouais. Et moi, j'ai pas vu tous ses films, j'en ai vu sans doute moins que toi d'ailleurs, mais pour moi, c'est son meilleur rôle. Je trouve que c'est... Alors évidemment, Hugh Jackman, il est exceptionnel. Mais moi, je trouve que Jake Gyllenhaal, il est au-dessus. Je le trouve exceptionnel, notamment dans la séquence où l'autre se suicide, parce que à ce moment-là, le film te fait comprendre que tu as perdu le jeu. Et que tu n'auras jamais la réponse. Tu n'auras jamais la réponse. Et là où je trouve que le film est fantastique, c'est que c'est la 3e ou 4e fois que je le vois. 3e, je crois. Donc je connais, comme toi, le début, le milieu, la fin. Mais j'ai revu des nouvelles choses. Et surtout, j'avais l'attention jusqu'à la fin. Pourtant, je savais comment ça allait se finir. Et ben putain, quand tu vas rentrer dans la fin, là, moi j'étais comme ça. Putain, allez, il faut qu'il arrive. Parce que vraiment, le film te laisse, t'embarque avec lui, il t'emmène vraiment où il veut. Et puis voilà, toute la partie de torture avec Paul Dano, moi je suis vraiment marqué par, on n'en a pas parlé, mais la qualité du maquillage. Enfin, je veux dire, Paul Dano, à un moment, il a une tête, mais c'est délirant ce qu'ils ont réussi à faire. Il se fait frapper, donc il a une tête, il est absolument pas. Bien sûr, ouais. On le reconnaît pas en fait. Il ressemble à rien. Il a l'œil de. Et puis quand effectivement il a cette scène avec elle où il essaye de s'évader, il les menace, il arrive à choper un morceau de verre, donc il se coupe la main en même temps qu'il essaye de les attaquer. En fait, moi c'est ça que je retiens. Il y a une tension constante du moment où ils sortent de la maison jusqu'à la fin. Et vraiment jusqu'à la fin. Et c'est fantastique. Et on a quand même pas mal parlé du casting. Moi, je trouve qu'un personnage qu'on voit peu, mais qui est essentiel, c'est la mère de Paul Dano. Et cette comédienne joue extraordinairement bien parce que putain, qu'est-ce qu'elle te met mal à l'aise. Ouais, vraiment, oh là là, l'enfer. Même les premières fois que tu la vois, t'as pas envie d'être avec elle, quoi. Donc voilà, je trouve que c'est un film qui montre... qu'est-ce que c'est la qualité d'un réalisateur ? Parce qu'il y a tout dans ce film. Il y a la mise en scène, il y a la technicité, il y a la direction du jeu des acteurs. Évidemment, le casting est bon, mais ils sont aussi bien dirigés. Et puis voilà, Denis Villeneuve, déjà à cette époque, il savait faire. Et puis la musique aussi. On n'en a pas parlé, mais moi je la trouve réussie. Elle est faite par Johan Johannesson, qui a fait pas mal de musique ces dernières années. C'est notamment lui qui avait travaillé sur, me semble-t-il, sur quelques films de Zack Snyder. Et voilà, et je trouve que la musique fonctionne bien. Elle n'est pas trop présente. Elle est bien équilibrée. Elle appuie les moments où il faut. Mais voilà, globalement, moi je retiens surtout ça, c'est la tension constante que nous met la réal. Et toi ? Ouais, je vais pas inventer l'eau chaude, réinventer l'eau chaude. Là, effectivement, t'as dit un maximum de choses avec lesquelles je suis en plus complètement d'accord. Moi, c'est la photographie qui m'a choqué. J'ai été choqué par le fait que vraiment, j'y reviens toujours, mais l'impression de lire un roman, les romans qui me tiennent en haleine et compagnie, et ben c'est ça, mais en film, quoi. Je me voyais presque, tu vois, tourner les pages de chaque chapitre, en fait, de chaque péripétie. Et tu réfléchis en même temps, etc. Et c'est franchement génial. Effectivement, l'actrice qui joue la tante est merveilleusement malaisante. Alors moi, c'est vrai que je suis un peu passé sur sa filmo tout à l'heure. Là, je l'ai un peu sous les yeux. Je connaissais pas beaucoup de ses films. Elle a joué dans beaucoup de films entre les années 80 et 2010. Et c'est dans les années 2010 qu'elle a fait beaucoup plus de choses. Elle avait joué dans Oblivion, dans Le Majordome. Oui, elle joue dans Le Majordome. Absolument. Et elle a joué du coup plus récemment dans les films un peu plus d'action, les films Olympus Has Fallen, les chutes de la Maison Blanche, Okay. la chute de Londres, tous ces trucs-là.
et dans les films Equalizer. D'accord. Mais elle a aussi joué dans The Big Short. Enfin bref, je ne vais pas faire tout non plus. Mais voilà. Et après, sinon, c'est une actrice qui a joué beaucoup à la télévision. Après, mais elle a une présence de dingue. Mais elle a une présence de dingue. En fait, c'est fou de voir que en fait, cette actrice a pas tant elle est pas tant connue que ça, je pense, en termes de rôle. Faut être objectif. Mais elle a un truc, quoi. Elle a quelque chose. Moi, j'aime beaucoup aussi Maria Bello, celle qui joue la femme de Hugh Jackman, parce que Oui. elle se plonge corps et âme dans ça. Et c'est ça, en fait, qui rend crédible aussi. C'est qu'il y a eu des recherches sur ce que vivent ces familles qui sont enfin pas happées, mais qui sont face à cette adversité et face à cet inconnu, en fait, savoir si oui ou non on va revoir nos enfants, si oui ou non ils sont vivants. Enfin, ouais, puis elle passe par tous les stades. Elle reste sur la stade dépressive et désespérée, puis après elle est très en colère contre son mari. Oui, parce qu'il les laisse du coup. Voilà, puis même il y a un moment elle lui dit mais comment ça se fait que tu l'as toujours pas ramené, ma fille, t'avais dit que tu nous protégerais alors que tu l'as pas fait. Ça pose la question du rôle de l'homme. C'est ça. Puis lui il a une culpabilité énorme et en même temps il pète les plombs parce que il torture un mec qui est incapable de réfléchir et de lui expliquer quoi que ce soit parce qu'il comprend rien. C'est ça, les personnages sont prisonniers d'eux-mêmes en fait finalement. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est intéressant. Et on sent que ils ont tous, sans exception, tous ceux qui savent en tout cas ce qu'il fait, les 3 qui savent, ils ont beau dire, les 2 autres sont pas d'accord, ils sont incapables de l'empêcher de faire. Ouais. Oui, parce qu'ils savent que au fond d'eux, ils savent que c'est ce qu'ils voudraient faire mais qu'ils n'osent pas faire. Ouais, exactement. Et ça c'est aussi et c'est très vrai intéressant. que le film pose des vrais dilemmes moraux. Et absolument. c'est aussi pour ça qu'il marche, parce qu'en fait, il y a beaucoup de films superficiels, lui ne l'est pas. Non. On peut pas rester, de marbre devant ce film-là. Il nous emmène émotionnellement dans un truc. Franchement, moi, devant le film, je me suis mis à leur place, quoi. Qu'est-ce que je ferais si j'étais intimement convaincu que c'était cette personne-là? Et en fait, je vais pas dire que je suis d'accord avec ce qu'il fait, mais il n'empêche que tu l'empêcherais pas non plus de le faire. C'est ça, je pense que et c'est pour ça que je trouve que c'est le fait qu'il soit pas tout seul à savoir et que les autres par leur passivité l'encouragent quelque part. Je trouve que c'est hyper intéressant. Oui, mais moi ce que j'aime bien aussi dans la dynamique de leur couple d'amis qui est au courant, c'est que c'est la femme en fait qui efface un peu qui a un peu ce rôle qui d'habitude est réservé au personnage de l'homme, du père, du patron, quoi. Ouais, non mais totalement. D'une certaine manière, donc voilà, donc oui, non, moi c'est la photographie, la mise en scène, tu l'as dit, millimétrée, on le dira jamais assez, mais chaque plan est parfait en fait. Chaque plan est symétrique, t'as une lecture presque géométrique, je l'avais déjà dit dans Premier Contact, et c'est déjà le cas à ce moment-là. Donc non, il y a une maîtrise en fait du cadrage qui est impressionnante. Donc non, plein de choses marquantes, merveilleuses, bien sûr. Ouais, bon, alors comment ça se finit? Parce que quand même, c'est un film, on a envie de connaître la fin. Oui, du coup. Donc du coup, suite à ce que lui a dit Joy à l'hôpital, Keller comprend qu'elle se trouvait chez Holly Jones et que Anna doit sans doute y être encore. Donc du coup, il fonce, il bouscule tout le monde, les badauds, les personnels hospitaliers, Loki aussi qui le poursuit tout de suite. Et puis même les journalistes qui étaient venus là pour voir ça. Enfin, pour que ce soit clair pour tout le monde, il faut comprendre qu'à ce moment-là, du coup, pas dans la tête du spectateur, mais dans la tête de tous les personnages, il devient suspect. Bien sûr, il était déjà un peu suspect pour Loki qui le suivait déjà là, un peu. Définitivement, il le devient puisque la petite l'a désigné comme vous étiez là, donc en gros, vous étiez là quand on s'est fait enlever, quoi. Bien sûr, c'est ça. Donc du coup, Loki pense lui qu'il va justement retourner chercher la petite, donc il dit mais je sais où tu vas, et donc il pense qu'il va à son ancien appartement où il l'avait déjà chopé soi-disant en train de picoler, et finalement il retrouvera que Alex là-bas. Oui. Et donc il va comprendre en fait qu'il n'était pas du tout sur la bonne piste, même comme ça. Ouais, tout à fait. Pendant ce temps, donc Keller lui il arrive, il retrouve la tante, il la confronte, et là elle lui explique autre chose, une autre version finalement. Elle lui explique qu'elle et son mari ont toujours enlevé des enfants. Pour eux, c'était une guerre contre Dieu suite à la perte de leur propre fils. Exactement. Qui rendait Dieu responsable de ça, parce qu'au départ, c'était une famille assez croyante. Et donc voilà. Et donc Alex, finalement, c'est le premier enfant qu'ils ont kidnappé. Et finalement, ils l'ont épargné et ils l'ont gardé avec eux. Et ce qui est très drôle, c'est qu'elle dit à un moment, c'était le premier ou le deuxième, je sais plus trop. Ouais. En fait, et c'est là où elle s'en fout complètement. Mais en fait, depuis qu'elle a perdu son enfant, elle n'a plus aucune empathie. Ouais, exactement.
c'est ça qui la rend, c'est ça qui la rend terrifiante. Glaçante. Bien sûr. Vraiment, là, de l'empathie pour personne et pour rien, quoi. Ah oui, mais en plus, le ton qu'elle utilise, elle parle très calmement. Oui, puis elle n'est pas du tout impressionnante physiquement. Et puis, mais elle n'est pas impressionnante physiquement, et elle n'est pas impressionnée par le physique de Jackman. Ouais, totalement. De Keller. C'est ça qui est dingue. Et donc elle le drogue, enfin elle le force à ingérer un produit, et elle l'emmène là où étaient retenues donc les deux petites, à savoir, donc tu l'as dit tout à l'heure, dans un espèce de trou, sous un caveau on va dire, sous une voiture, la voiture qui était soi-disant une épave, et qui finalement en fait cachait le pire des secrets. Ouais. Et donc elle lui tire dans la jambe, et elle le jette dans le trou, non sans lui dire qu'il survivrait s'il trouvait la sortie en 24 heures. Puisque du coup, il saigne abondamment. Elle lui dit fais un garrot si tu veux survivre au moins 24 heures. Voilà, c'est ça. Et en fait, Keller, quand il est en bas, il trouve le sifflet d'alarme rouge. Donc, pour moi, c'était vraiment le premier. Effectivement, il y a la caravane, mais pour moi, c'était vraiment le premier fusil de Tchekhov. Enfin, le premier truc sur lequel on attire ton attention, quoi. Et du coup, pour lui, c'est la preuve que sa fille était là. Absolument. Oui, parce qu'en plus, il y avait d'autres vêtements. Et puis parce que dans cette scène-là, elle lui fait croire qu'il va pouvoir voir sa fille. Mais en fait, il la voit jamais. Non, parce qu'en fait, il sait pas qu'elle les a déjà sortis. Exactement. Loki, du coup, il va également retourner voir Holly, donc la tante, pour l'informer qu'ils ont retrouvé Alex. En fait, c'est lui qui est chargé de faire ça. Et en fait, il va trouver la porte un peu entrouverte. Il va trouver ça chelou, donc il va rentrer. Un policier, il investit. Ouais, il investigue, pardon. Et il retrouve une photo du mari qui est décédé. Et là, sur la photo, le mari a le pendentif en forme de labyrinthe que le cadavre avait. Et là, il comprend. Et là, il sait. Et donc, du coup, il sort son arme tout de suite. Il cherche Holly. Pendant ce temps-là, il y a un moment de stress avec... c'est pas un champ contre champ, mais un montage alterné où tu vois d'un côté Loki qui avance le plus lentement possible. En tant que spectateur, t'es en mode mais bouge ton fiac. Avance plus vite, Jake, nom de Dieu, parce que du coup, tu as sur l'autre partie du montage alterné Holly qui est en train tranquillement de prendre le petit poison dans sa petite seringue pour l'injecter à la petite Anna. Qui est encore vivante à ce moment-là. Et donc du coup, il l'affronte au moment où elle allait administrer cette dose fatale de son produit qui a l'air d'être un coca revisité à Anna. Et en fait Loki lui tire dessus, elle lui tire dessus aussi, donc lui se fait toucher à la tempe et lui il la tue. La dernière réplique d'ailleurs est vraiment traduit vraiment ce manque d'empathie constant. Il fait qui m'enferme pas dans un cercueil, faites-moi cramer. Exactement. C'est ça qu'elle mes lui dit, dernières volontés, c'est ça. C'est terrifiant. Donc Loki après s'élance dans une course contre la montre et contre la pluie et la neige, avec du sang qui coagule dans ses yeux, qui lui coule dessus, etc. Il voit que dalle, et en fait il a Anna derrière et il la ramène à l'hôpital, quoi. Le lendemain, donc Anna va bien. Personne n'a de nouvelles de Keller, donc tout le monde s'inquiète un peu. La mère a l'air un peu fataliste, en mode de toute façon il m'a quitté parce qu'il supportait pas. Il se sentait peut-être responsable. En tout cas, elle lui dit quand même, malgré tout, qu'elle aimerait le revoir. Je dis pas de conneries. Hein. Oui, puis elle lui dit je vous promets que j'ai pas eu de nouvelles, même si vous allez pas me croire. Ouais, voilà. Et il lui dit si, je vous crois. Donc voilà. Et donc le soir, Loki est en train de surveiller les fouilles qu'il y a donc sur les, comment on appelle ça, dans le jardin. Oui, dans le jardin, sur la propriété, c'est ça que je voulais dire. Sur la propriété des Jones, pour essayer de trouver sans doute des cadavres des fameux enfants disparus. Et en fait, le film, l'équipe scientifique, devant le froid et le durcissement de la Terre lié à ce froid et à cette neige, arrête les frais pour la soirée. Et donc tu les vois éteindre leurs spots, etc. Et puis ils s'en vont, les deux scientifiques. Et je précise, parce que je trouve que là, c'est vraiment, dans la mise en scène, c'est génial. Ils font trois choses. Ils coupent la musique, ils coupent les générateurs, et surtout, il y a un des scientifiques qui a une phrase, il dit de toute façon, avec le froid qu'il fait, il va nous falloir plusieurs semaines pour fouiller tout. Oui. Et là où ils sont, là où ils fouillent, ils sont vraiment à côté de la voiture. Ils sont pas si près quand même. Tu sens qu'il y a ils sont pas très loin. Il y a 150 mètres, donc tu te dis le moment à ce qu'ils arrivent à la voiture, on n'y est pas. Et donc le message du film, quand tu te rappelles que tu as 24 heures, tu te dis mais en fait le jour où ils vont le retrouver, il sera mort. Bien sûr. Et donc du coup ça se termine le film à ce moment-là, au moment où en fait Loki, il y a un gros plan sur lui, et en fait, et ça je trouve ça génial même en termes d'impact pour le spectateur, c'est qu'en fait toi-même tu doutes
d'entendre quelque chose. Mais oui. Parce qu'à un moment, je te jure, j'ai mis le son à fond pour savoir est-ce qu'on l'entend vraiment ou est-ce qu'on l'entend qu'une fois. Et en fait, non, on l'entend de plus en plus fort, exactement. mais toujours très très peu, quoi. Et en fait, on entend donc un sifflet en même temps que Loki, et Loki en fait se retourne une première fois, non, j'hallucine, puis après une deuxième fois, non, j'hallucine un peu quand même. Puis là, après, il fait. Et là, il va pour se retourner. Et ça s'arrête. Et ça cut. Et donc, je disais tout à l'heure que donc c'est la fin de Prisoners, à ce moment-là, et on te laisse choisir. Est-ce que toi, tu as envie de croire qu'il retrouve Keller ? Est-ce que toi, tu te dis, bah non, de toute façon, c'est foutu ? Mais je rebondis sur ce que j'avais un peu amorcé tout à l'heure, c'est qu'il y a eu une fin alternative qui a été tournée. D'accord. Dans laquelle il retrouve Keller. Ok. Voilà, il va le retrouver, il pousse la voiture et compagnie. En fait, ils avaient pris ça parce que, comment il s'appelle, Villeneuve avait peur, craignait que sa fin soit trop badante pour les studios et pour les gens. Et du coup, ils avaient pris ça en sécurité. Eh ben merci les studios. Bah merci pour une fois. C'est pas si souvent qu'on les remercie. C'est non, pas si souvent. L'impact du film est aussi fort parce que cette fin est faite comme ça. Bien sûr. Enfin, je veux dire, alors, il l'aurait retrouvé à la fin, ça aurait pas gâché le film, c'est pas l'idée, mais quand même, là, ça. Mais c'est vrai que quand tu revois le film, ça aurait un peu dénoté avec justement cet espoir qui n'est jamais complètement là, quoi. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que jusqu'au bout, tu cours après un truc. Parce qu'à la fin, t'as quand même retrouvé les gamines, mais t'as perdu le père. Et toi, et là, c'est pire parce que toi, tu sais où il est. Ouais, c'est ça. Et tu sais que tout est contre lui, qu'il va jamais remonter, quoi. Et la fin est parfaite. Voilà. Non, mais la fin parfaite pour un film parfait. Voilà. C'était l'excellence même. Mais totalement. Et c'est vrai que c'est un film. La maîtrise même. Je dirais. Ouais, c'est ça. C'est maîtrisé en fait. C'est vraiment un film que, enfin, n'importe qui veut faire des films, il faut voir ça. Je pense que c'est un chef-d'œuvre. Et j'ai regardé du coup, parce que tu le disais tout à l'heure, tu parlais des récompenses. C'est vrai qu'il a, c'est ridicule. Il a rien. Aux Oscars, il a été nommé que pour la meilleure photographie, qu'il n'a pas gagné du coup. Oui. C'est terrifiant. Enfin, je veux dire, il est pas nommé au BAFTA, il est pas nommé au Golden Globes. Enfin, alors, j'avoue, j'ai pas la filmographie complète de toute l'année 2013. Il devait y avoir des sacrés trucs en face quand même. Parce que pour que ce film-là soit passé un peu sous les radars, même si tu l'as dit à juste titre, Villeneuve n'avait pas du tout l'aura qu'il a aujourd'hui. Mais je pense que s'il avait sorti ce film en 2020, par exemple, il aurait tout gagné. Le même film. En 2020, oui, c'est sûr qu'il n'y avait pas grand-chose en face. Non, mais même, je veux dire, sans même parler de la concurrence, de par l'aura qu'il avait lui. Je pense que ça joue quand même. Ouais, je sais pas, je me rends pas compte, je sais pas. Parce que tu vois, la meilleure photographie, là où il était nommé, en fait, finalement, j'ai retrouvé, c'est Gravity qu'il a remporté. C'était l'année de Gravity. Ouais, mais franchement, on a vu les deux. Pardon, alors c'est pas un mauvais film, Gravity, mais enfin. Moi, je trouve qu'il est surcoté de ouf. Moi, j'ai vraiment beaucoup de mal. Non, il était même pas nommé au meilleur film. Au meilleur film, c'est 12 Years a Slave qu'il a eu à l'époque. Très bon film. Il y avait American Bluff, Captain Phillips. Qu'est-ce que Captain Phillips Non, mais Dallas Buyers Club, Gravity, il y avait Her, le Loup de Wall Street, Nebraska et Philomena. Sans aller jusqu'à dire qu'il aurait gagné. Moi, je suis là, franchement, avec le recul, je suis convaincu que là, c'est la notoriété qui joue. Et que Villeneuve, à ce moment-là, il n'est pas suffisamment connu. Parce que tu regardes les meilleurs réals, c'est donc Gravity, Alfonso Cuarón qui l'a eu, et il y avait en face Steve McQueen, Alexander Payne, David O. Russell et Martin Scorsese. Oui. Ouais, il aurait pu quand même. Mais je trouve pour au moins le meilleur réal. Non, mais encore une fois, ce film, vraiment, si vous ne l'avez pas vu, voyez-le. C'est un chef-d'œuvre de maîtrise. Tu as trouvé le mot juste, c'est de la maîtrise totale. Ah oui, mais c'était l'année où... Excusez-moi, je suis sur les Oscars de cette année-là. C'est l'année où Matthew McConaughey l'a eu pour Dallas Buyers Club. Très très bon film aussi. Ok. Voilà, non, c'est tout. C'est juste comme ça. Et c'est l'année où Jared Leto l'a eu pour Dallas Buyers Club. C'est ça, je voulais vérifier. D'accord. Ok, excusez-moi. Pardon. Non, mais voilà, non. Enfin, il n'y a pas grand-chose à dire de plus dessus. Oui, c'est un peu rapide parce que on s'est permis d'être un peu plus décousu que d'habitude parce qu'effectivement, on s'est très vite rendu compte, sans se le dire, qu'on aurait rien de négatif à dire. Mais c'est ça. Mais c'est pas souvent. Enfin, si tu veux vraiment chipoter, c'est peut-être le premier film où j'ai rien à dire. Si on voulait chipoter et faire comme tu fais d'habitude, moi je fais jamais on pourrait dire que le film est peut-être un petit peu trop classique dans sa mise en scène. Mais il le fait tellement bien. Ouais, et puis même, je trouve pas qu'il est si... Alors oui, il fait rien de démentiel. Ce que je veux dire, c'est qu'il invente rien et qu'il reste classique dans sa... Tu vois, quand je dis que ça me fait penser à un polar ou ce genre de truc, à un livre, c'est que ça reste très découpé. Oui, je suis d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Mais tu vois, par exemple, Non, mais là, c'est juste pour chipoter, je fais mon Guillaume. mais tu vois, je vais te dire un truc, c'est un peu surprenant, mais tu sais à quel point j'aime Seven. Je trouve que dans la réal, il est presque meilleur que Seven.
parce que tu vois Seven, ça il fait a compliment de ta part. ce que j'aime énormément dans Seven, et c'est une des raisons pour lesquelles je suis désolé de parler de ça, mais j'aime The Batman parce que je trouve qu'il reprend beaucoup de codes de Seven. Salut. Mais tu vois par exemple dans Seven, la pluie qui est là continuellement, à aucun moment tu crois que c'est de la vraie pluie, tellement c'est, notamment que c'est en voiture, les mecs, tellement c'est abusé. Et là je trouve que dans Prisoners, ils reprennent ce truc-là et ça joue dans la dramaturgie. Mais par contre, je trouve qu'il est beaucoup plus crédible, Prisoners. Oui, parce que la pluie, en fait, c'est de la pluie-neige à la fin. Mais c'est ça. Voilà. Mais même dans les séquences au début. Alors après, appelle-moi naïf, mais moi, que ce soit les films comme Seven, dans un autre style complètement différent, Pluie d'enfer, moi, les pluies abondantes comme ça, et ben moi, j'y crois à chaque fois. Et j'ai toujours été très déçu de ne jamais avoir de pluie aussi intense que dans ces films. Voilà, je tiens à le dire. Qu'on s'entende, j'adore ça. Enfin, je trouve ça. T'aimes la pluie, toi aussi ? Mais bien sûr, je trouve J'adore visuellement c'est fantastique. Mais je trouve que dans Prisoners, on y croit un peu plus. En fait, si je devais vraiment mettre les deux sur un banc de comparaison, je dirais que Prisoners, j'y crois plus que Seven. Mais Seven, il me heurte et il me touche pour plein d'autres raisons, et je l'aime d'un amour infini. Mais Prisoners, il m'a mis plus mal que Seven. Oui, mais je pense que c'est lié à... Enfin, c'est pas pour me jeter des fleurs, c'est lié à un peu ce que j'essayais de dire dans l'édito, c'est que c'est une fiction qui est presque trop réelle. Oui, je suis d'accord. Seven, c'est une fiction. Oui, tout à fait. À aucun moment... T'as envie d'y croire parce que c'est un film et que ça te donne cette envie, mais c'est une fiction, c'est un film. Ouais, c'est ça. Là, c'est un film, mais qui est, comme tu l'as dit, qui est tellement crédible. Cette histoire est arrivée. Cette histoire arrivera de nouveau. Cette histoire arrive. On est d'accord. Donc voilà. C'est ce qui en fait sa force. Mais c'est pas une faiblesse, non, c'est une force. Et puis c'est casse-gueule. Enfin, la preuve en est. On a un Prisoners tous les 20 ans. Oui. Et c'est à peu près tout. Parce on se revoit dans 15 ans, les gars. Hein. Exactement. Non, voilà, écoutez, voilà, c'était Prisoners. J'espère que vous aurez apprécié cet épisode. Encore une fois, je m'excuse, un peu décousu, mais je suis vraiment très fatigué, épisode. Donc je pars un peu en vrille. Mais c'est aussi parce que c'est le plaisir de vous parler des films qu'on aime, comme à chaque fois. Mais oui. Et en tout cas, voilà, j'espère que vous apprécierez cet épisode et que ça vous donnera envie si vous ne l'avez pas vu. Alors c'est un peu con parce que là on raconte quand même tout. C'est pas faux. C'était au début qu'il fallait que je dise n'écoutez pas si vous voulez voir le film. Putain, je suis trop bête. Attention spoiler. Voilà, attention spoiler. Voilà. Bref, bon, voilà. On était très heureux d'être avec vous. J'étais très heureux de te retrouver, Guillaume. Pareil. Et j'ai très hâte d'être à dimanche prochain. Donc à bientôt et merci de nous avoir écoutés. À la semaine prochaine. Salut à tous. Ciao. Je reviendrai. Tu étais l'élu, c'était toi! Allouette. Je vous emmène, je rentre à ma maison. D'accord, faisons comme ça.